Le journal Cameroun Tribune est donc dans les kiosques parle de rendez-vous avec l'histoire. C'est le grand titre du journal ce matin. Le journal rappelle quand même qu'il y a des actions qui sont menées aujourd'hui avec la prestation de serment du chef de l'État, donc élu le 7 octobre dernier. Le président de la République entame donc spécial ce mardi un nouveau septennat au cours d'une journée très spéciale, donc déclarée férié et chômé au Cameroun. Au programme, il y a la prestation de serment devant le peuple camerounais et bien entendu les grandes institutions également, on le sait, dans le dossier proposé par le journal Cameroun Tribune de ce matin. D'autres sujets aussi sont également à lire si vous faites un tour dans les kiosques ce jour. Diapason est dans les kiosques parlant de Paul Biya avec le sacre de l'expérience, selon bien sûr le journal. À lire ce matin, comme donc le dispose l'article 140, alinéa 2 de la loi portant code électoral, le président de la République donc prête serment en présence du Parlement, du Conseil constitutionnel et bien entendu de la Cour suprême pour sa 7e prestation de serment, donc ce 6 novembre 2018. Le président Paul Biya entame donc le septennat des grandes opportunités sur des urgences, on le sait, on le voit d'ailleurs, parlant notamment des premiers signes aussi du changement attendu dans l'adoption même du budget 2019 au cours de cette session parlementaire qui s'est ouverte il y a quelques jours seulement à Yaoundé. Tout un dossier pour comprendre également ce qui attend Paul Biya, lui qui a été réélu, donc, et aussi on parle du Fonds monétaire international. 100 milliards de francs CFA promis donc au Cameroun en décembre prochain. Ce sera pour réaliser quelques chantiers qui n'ont pas été achevés et aussi surtout avec la Coupe d'Afrique des Nations annoncée en 2019. Donc c'est également expliqué de ce matin. Le journal Le Financier d'Afrique parle également des dialogues public-privé avec notamment les propositions fiscales du secteur privé validées donc à 72% par l'État du Cameroun. Ça a découvert dans le dossier proposé par le journal ce matin. Le même journal parle également des pays de la CEMA qui régressent donc dans le Doing Business 2019. C'est à lire dans le journal disponible ce jour dans les kiosques aussi. Le journal parle également de la dette avec également des faits qui sont aussi évoqués. Les attentes des députés du septennat 2018-2025, c'est à lire dans le journal Le Financier d'Afrique de ce matin et avec d'autres propositions sur d'autres sujets. L'essentiel qui est dans les kiosques ce matin parle du 6 novembre 2018 avec un titre Jour de serment. C'est également le grand titre du journal. Donc, qui est Paul Biya? Quel est son secret politique? Comment a-t-il fait pour gagner chaque fois? C'est le dossier proposé par le journal et qui annonce également que c'est la fin d'un processus qui a débuté le 7 octobre dernier. C'est à lire dans le journal disponible ce matin et avec d'autres faits également. Le journal parle également de cette présidentielle du 7 octobre dernier avec, selon bien sûr les Américains, le secret, le scrutin reflète d'ailleurs la volonté même du peuple. C'est à lire dans le dossier proposé par le journal. Et puis on va terminer avec Émergence qui est dans les kiosques ce matin. Le quotidien privé bilingue parle de Bamenda où 80 élèves ont été enlevés à côté donc de ces personnes kidnappées. On note également aussi qu'il y a eu enlèvement d'un sous-préfet, c'est également dans l'article proposé par l'Émergence, qui parle également de la prestation de serment, acte 7 pour Paul Biya, c'est ce que dit le journal également. Et puis Nidjan Fundi, parlant du Social Democratic Front, dit donc je ne suis pas venu ici pour blâmer Joshua aussi. Il était simplement question de faire le point sur la présidentielle qui venait à peine de s'achever. Donc c'est aussi là l'autre volet et qu'il va avoir d'autres rencontres, peut-être au cours desquelles il y aura donc des sanctions qui vont être prises au cours donc, de ces différentes rencontres. C'est à découvrir dans le même journal. Émergence disponible dans les kiosques ce matin. Alors sur ce plateau, Donald Brice Kamga, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour à Camille, bonjour à l'ensemble de ceux qui nous font l'honneur de nous écouter comme tous les mardis. Merci d'être avec nous. Camille, bonjour. Bonjour Fabien Ballot, bonjour Donald Brice, bonjour téléspectateurs et surtout que certains ne nous en veuillent pas parce que la journée d'hier a été déclarée fériée et chômée. Aujourd'hui. Bon, alors, s'il y en a qui peuvent se formaliser du fait que nous soyons là, d'abord c'est parce que nous sommes en train de continuer notre service public, mais surtout parce qu'il y a des journaux qui sont arrivés à notre rédaction et nous pouvions ne pas les lire ce matin. En attendant bien entendu que tous les Camerounais soient scotchés à la télévision pour la prestation de serment tout à l'heure. Bien entendu, c'est le rendez-vous de ce jour. Comme titre d'ailleurs Cameroun Tribune, rendez-vous avec l'histoire ce matin. C'est un titre qui cadre avec la réalité. Bon, rendez-vous avec l'histoire. Faisons d'abord quelques constats préalables avant de faire quelques commentaires que ce soit. Lorsque vous observez l'état du Cameroun, aujourd'hui,
les questions les plus basiques comme l'accès à la santé, à l'eau potable, à l'éducation, à l'emploi, sont des questions fondamentales sur lesquelles on mesure l'évolution d'une société. Alors, dit qu'il y a rendez-vous avec l'histoire, en observant l'attitude de la plupart des Camerounais, en tout cas du bas peuple, qu'on a comme une sorte de peuple qui a avalé du travers et a du mal à cautionner et adouber, comme l'a fait le Conseil constitutionnel, le chef de l'État élu, ayant le courage de le dire et de poser les vrais problèmes. Alors, rendez-vous avec l'histoire ici, c'est bien entendu en rapport avec le rendez-vous, la prestation de serment du chef de l'État, peut-être pas forcément en lien avec ce que vous avez cité. Tout le monde sait que les temps sont durs, comme qui dirait, pour parler un peu, pour faire un schéma de ce qui se déroule sur le terrain, les Camerounais qui n'ont pas accès à l'eau potable en temps normal, qui n'ont pas accès à l'électricité dans les localités retirées, même dans les grandes villes aussi, on a toujours observé l'absence d'énergie électrique. Donc il y a plein de problèmes, mais seulement avec le titre de Cameroun Tribune, rendez-vous avec l'histoire, c'est pour certainement marquer l'activité de ce jour. Mais toutes ces récriminations amères que vient de formuler Donald Brice, ça fait partie de l'histoire aussi. Parce que l'histoire retiendra qu'au moment où il y avait cette prestation de serment, il y avait surtout ces problèmes-là. Moi, je ne pense pas qu'il faille ressasser ce que nous reprochons au président Paul Biya depuis 36 ans. Non, rendez-vous avec l'histoire, ça veut dire rendez-vous avec l'histoire de Paul Biya, qui prête serment pour la 7e fois. C'est pas banal. Rendez-vous avec l'histoire, rendez-vous avec l'histoire du Cameroun, qui va garder dans ses annales qu'il y a eu un président de la République qui a pris le pouvoir, a obtenu le pouvoir en 1982 et qui a aligné les prestations de serment comme des quilles. Rendez-vous avec l'histoire maintenant, avec la fin de l'histoire de cette élection présidentielle de 2018, maintenant qui va être formalisée aujourd'hui. C'est un rendez-vous avec l'histoire, un vrai rendez-vous. On ne peut pas dire que ce n'est pas un rendez-vous, non, c'est un rendez-vous parce que tout à l'heure, il va prêter serment et ça va s'écrire dans les annales de l'histoire du Cameroun. Et très bien, c'est l'histoire également parce que vous vous souvenez, pour la première fois, il prêtait serment, c'était le 6 novembre 1982. Cette fois, il prête serment encore le 6 novembre 2018. C'est véritablement l'histoire. Ça dépend de quelle position on regarde ce que vous appelez l'histoire. Nelson Mandela est entré dans l'histoire, il n'a pas fait 10 ans de magistère en Afrique du Sud. John Kennedy aux États-Unis n'a pas fait 36 ans au pouvoir. Amadou Ahidjo, qui, pour revenir au Cameroun, qui est le successeur du chef de l'État actuel, a fait 22 ans exactement au pouvoir. Donc, je dis, entrer dans l'histoire, c'est pas s'éterniser au pouvoir, c'est pas faire 40 ans, 50 ans et plus. C'est marquer des actes qui retiennent l'attention du grand nombre. C'est servir son peuple et se consacrer exclusivement à cela. C'est promouvoir des valeurs en lesquelles des jeunes, 10, 30, 50, 100 ans après, peuvent citer en référence et vous citer comme modèle dans votre parcours, dans vos actions et dans votre gouvernance. L'histoire, entrer dans l'histoire, c'est pas passer beaucoup de temps au pouvoir, passer après c'est l'usure, on aura peut-être le temps d'y revenir tout à l'heure. Alors, donc, lorsqu'on a fait le tour, je voudrais lire Cameroun Tribune qui propose comme titre « Rendez-vous avec l'histoire », fait allusion à ce qui va se passer aujourd'hui, c'est-à-dire une coïncidence à son entrée, son début, 6 novembre, et on peut imaginer que ça peut être la sortie aussi. En tout cas, c'est un autre septennat qui démarre, toujours en 6 novembre. Oui, c'est une date qui coïncide et qui a d'ailleurs fait, qui a retenu l'attention de beaucoup d'observateurs. 6 novembre, il a commencé un 6 novembre 82. Aujourd'hui, on est 6 novembre 2018. Il est encore en train de prêter serment. Bon, peut-être est-ce intentionnel ou est-ce à cause des contraintes du calendrier qui fait que les résultats doivent être promis. Le Conseil constitutionnel doit se décider tel nombre de jours après le scrutin et la prestation de serment doit intervenir tel nombre de jours. Bon, si c'est tombé pile poil au 6 novembre, il n'y a pas de mal à cela. Mais je l'ai dit à Donald Brice que
Il faut qu'il ait un regard un peu plus fort, un peu plus détaché. Entrer dans l'histoire. L'histoire du Cameroun n'est pas faite que d'anges d'un côté ou de démons de l'autre, ou bien de personnes comme Mandela qui ont passé une trentaine d'années en prison, qui en sont sortis, qui sont devenus présidents et qui n'ont fait qu'un mandat, qui sont partis. L'histoire, est faite par des hommes. Et les gens, ceux qui ont fait la Révolution française, les Danton, Robespierre, Marat, sont entrés dans l'histoire, mais vous n'oubliez pas le nombre de personnes qu'ils ont envoyées à la guillotine. Napoléon Bonaparte est entré dans l'histoire, il fait partie de l'histoire de France. Vous n'oubliez pas le nombre de Français massacrés et de guerres qu'il a multipliées. Hitler, vous n'oubliez pas le nombre de personnes tuées. Non, l'histoire, elle est dynamique, elle est faite avec des hommes. On ne compte pas ce que ces hommes font, mais ces hommes font partie de l'histoire. C'est l'histoire qui les juge, c'est pas nous qui les jugeons, c'est l'histoire qui les jugera. Et l'histoire les jugera à l'aune de leurs actions positives, négatives, inoubliables, ou alors à oublier rapidement. Mais ces personnes font partie de l'histoire. Très bien. Alors, le titre de Cameroun, vous voulez réagir par rapport à ces titres également. Vous avez fait le tour, vous avez cité quelques faits importants d'ailleurs qui rentrent un peu dans l'histoire, tel que propose comme titre ce matin Cameroun Tribune. C'est la fin d'un processus qui a commencé, le 7, selon bien sûr le journal, et avec des actes qui ont été posés entre-temps, et des revendications et autres aussi, ça rentre, tout cela rentre dans l'histoire. C'est peut-être là aussi la raison du choix du titre de ce matin. Bon, moi je ne voudrais pas jouer les troubles faits, mais ayant le courage de dire les choses telles qu'elles se déroulent. Vous savez, les autorités administratives ont vite fait d'organiser des carnavals, des grandes parades pour célébrer peut-être le mal-être social de la plupart, je n'en sais rien, mais regardez le groupe de personnes qui nous dirigent. Vous savez que le président du Sénat ne sera pas à cette prestation de serment. Son état de santé est celui que tout le monde sait. Il a 84 ans, ce n'est pas rien. Chouette qui prête serment, il en a 85. Son entourage, Kavaye Djibril, de qui il va recevoir le serment ce matin, en a 78. On peut poursuivre Ayan Luc, 71, Philémon, il y a 71. Ce sont des gens qui ont accédé à des postes de responsabilité à la trentaine. Paul Biya a 37 ans, quand il arrive, 28 ans, quand il est directeur de cabinet du... Non, vraiment, il faut avoir le courage de dire que l'usure du temps a son effet. L'usure du temps a son effet. Et aujourd'hui, les vraies questions qui se posent, c'est comment est-ce qu'on parvient à redonner espoir à un peuple qui en a perdu profondément. L'un des acquis du renouveau, c'était la paix, même si ce n'est pas un bilan, ce n'est pas une donnée à mettre absolument à son actif, puisque le Cameroun n'était pas en guerre en 82 lorsqu'il arrive. L'un des acquis, au moins, c'était la paix, qui est jusqu'ici, qui est la paix et l'unité nationale s'entend. Cet acquis là aujourd'hui mise à rude épreuve parce que justement il y a les yeux du temps, la crise anglophone avec les conséquences sur le plan humanitaire, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique qu'on connaît. C'est dit que avec le temps, lorsqu'on fait tout et tout pour se maintenir, on finit par perdre même la moindre des choses qu'on avait fait de positif en 36 ans de règne. Alors, restant sur le titre, en tout cas, on sait déjà que la nouvelle institution parle de, je voudrais dire, Cameroun Tribune, qui parle de rendez-vous avec l'histoire. Vous aurez l'occasion de lire le journal. Ce matin, que dites-vous de Diapason qui parle de Paul Biya, le sacre de l'expérience? C'est le titre de Diapason qui va en droite ligne avec le leitmotiv de la campagne, la force de l'expérience. Bon. On ne peut pas dire que Paul Biya n'a pas l'expérience du pouvoir. Paul Biya est quand même dans les affaires depuis 1962. C'est ça que les gens oublient. Il est là depuis 1962. Alors si vous, de 62 à 82, il avait déjà fait 20 ans. Et de 82 à aujourd'hui, ça fait 36 ans. Ça veut dire que depuis 56 ans, il est dans les affaires. Il a forcément une expérience certaine des affaires. Bon, maintenant, est-ce un sacre aujourd'hui? On va bien le voir. Mais surtout, moi, ce sacre soit couronné
par un discours qui puisse redonner espoir à la jeunesse, espoir aux Camerounais, parce qu'il y en a beaucoup qui sont pessimistes aujourd'hui, comme Donald Brice, qui n'est pas très... réaliste, pas pessimiste, qui sont pessimistes aujourd'hui, qui se disent que oh, qu'est-ce qu'il va encore nous promettre cette fois-ci. Mais je suis sûr d'une chose, le président de la République a tout à le nouveau président élu qui va prêter serment, a tout à gagner, à redonner espoir aux Camerounais en leur disant que bon, à partir de maintenant, ce ne sont pas seulement des opportunités que je vais saisir, mais je vais saisir vraiment des choses qui vont permettre que le pays avance sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan et même sur le plan de la paix, parce qu'aujourd'hui, il y a effectivement cette situation d'insécurité et de guerre larvée qui a au Cameroun, une guerre vraiment dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, et maintenant le terrorisme larvé du côté de l'extrême nord avec Boko Haram, et maintenant le contre-coup de l'instabilité de la Centrafrique, ce qui fait que moi je pense que le président Paul Biya sait mieux que quiconque les défis qui se posent devant lui. Il lui appartient maintenant, pour cette année à venir, de trouver réponse, mais alors avec la manière pour démontrer aux Camerounais que non, cette élection n'était pas de trop. Donc on pense qu'il est resté des membres face à tout ça. On peut avoir cette impression. On peut avoir cette impression, mais vous savez que M. Biya est d'un caractère difficilement lisible. Il n'est pas... il n'a pas l'air d'être perméable aux émotions, il n'est pas émotif. Il garde toujours son sang-froid, c'est ça qui fait croire, qui donne l'impression, et qui pousse même certains à se dire qu'il est insensible à tout cela. Non, le président de la République ne peut pas, Paul Biya ne peut pas être insensible à la mort des Camerounais, à l'extrême nord, au sud-ouest, au nord-ouest. Non, il ne peut pas être insensible. Mais non, c'est maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il fait alors pour démontrer qu'il n'est pas insensible et pour changer? C'est ce qu'on attend aujourd'hui. Mais en réalité, dire que Paul Biya est insensible à la misère des Camerounais, à l'état de guerre du Cameroun, moi je pense que ce serait une grosse injure. Alors, peut-on parler du sacre de l'expérience, parlant de Paul Biya, et l'événement de ce jour? Bon, l'expérience n'est pas liée à l'âge, ni au nombre d'années qu'on met à une fonction ou à un poste de responsabilité. C'est plutôt un sage. C'est une... oui, un sage peut-être à l'africaine, mais je dis que l'expérience est liée à la capacité à donner le meilleur de soi là où on se trouve et à savoir déjouer les difficultés auxquelles on fait face pendant l'exercice d'une fonction. C'est ça l'expérience. Bon, je reviens aux questions fondamentales parce que la prestation de serment nous permet au moins de faire un bilan si on n'a pas pu le faire en 6 ans. Camille disait tout à l'heure qu'il attend du chef d'État qui redonne espoir au peuple. Bon, avec un peu de... À qui de faire le bilan? À celui qui accède à nouveau au pouvoir ou à ceux qui ont observé son fonctionnement depuis? Je ne sais pas si faire un bilan et se projeter est la préoccupation de ceux qui nous dirigent. En tout cas, nous qui avons un regard décalé sur la gouvernance, on doit pouvoir en faire et remettre chacun en face de sa responsabilité. On voit bien qu'en 36 ans, Douala et Yaoundé sont encore plongés dans des crises en matière d'eau potable qui sont des questions fondamentales, des questions basiques de gouvernance. 300 mm d'eau manquent environ dans les 2 principales villes, c'est le cas à Garoua, à Maroua, et dans les plus grandes villes, l'ensemble des chefs-lieux de région. Non, ce sont les questions essentielles qu'il faut pouvoir aborder, et avec le système que nous connaissons tous, qui est gangréné par la corruption, je n'invente rien. Vous connaissez le nombre de ministres qui est en prison, vous connaissez le nombre, la cagnotte de fonds qui s'est envolée dans la corruption. Est-ce qu'il faut attendre un miracle dans les 7 prochaines années? Je suis pessimiste là-dessus. Sauf si par miracle on observe, sauf si c'est un déluge ou un cataclysme. Vous estimez que c'est la suite logique de ce qui a commencé en 2018? On peut toujours changer après 100 ans. Il peut y avoir un changement, il n'y a pas d'espoir. On peut toujours changer avant 7 ans, mais c'est extrêmement difficile. Et l'impact que ça peut avoir sur la gangrène sociale, les tentacules du mal-être qui sont assez développés sur le plan social et politique, je ne suis pas sûr que ce changement en 7 ans peut avoir un impact qui puisse se faire ressentir par le grand nombre de citoyens. Selon vous, loin d'être un sacre de l'expérience alors?
Oui, c'est certainement le sacre de la ruse, peut-être la corruption, de tous les maux, de tous les points noirs qu'on a pu relever, même si ça et là on peut observer quelques actions qui pour l'instant n'ont pas d'impact sur les conditions de vie des citoyens et qui donnent l'impression que c'est une opération rattrapage pour des gens qui sont là depuis longtemps et qui ne font pas grand-chose. Ce sera une excuse de leur dire que donnons-leur encore un peu de temps puisque le système est resté le même et égal à lui-même. Très bien. Alors, Diapason qui le dit, Paul Biya, le sacre de l'expérience également. Vous pouvez lire l'article également ce matin pour davantage comprendre. Mais si on s'en tient au titre de l'essentiel du journal, qui parle du 6 novembre, jour des serments, mais tout en rappelant quand même que c'est l'apothéose aujourd'hui de ce qui a débuté le 7 octobre dernier. Ben, l'apothéose, après la victoire, c'est la prestation de serment. On ne peut pas dire que ce n'est pas l'apothéose, c'est l'apothéose. Mais maintenant, c'est le grand feu d'artifice. Il prête serment devant le Parlement, il prête serment devant la Cour constitutionnelle, et puis bon, maintenant, il fait un beau discours. Le processus est terminé. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il fallait bien qu'on en arrive là et qu'on avance maintenant. Alors, le journal est allé au-delà pour présenter un peu l'homme. Qui est même Paul Biya? Et quel est son secret politique? Parce qu'il est toujours au devant de la scène. Il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas. Il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas. Il y en a beaucoup qui ne savent pas qu'il est entré aux affaires en 1962. Donc ça fait 56 ans qu'il est à l'intérieur de la fonction publique. Bon, maintenant, dans les détails, vous avez vu il y a quelques jours un documentaire très très fouillé du journaliste Anani Rabié-Bindji qui a raconté, qui a même d'abord commencé par son enfance, pour dire comment le prédestiné à être prêtre, il a changé à la dernière seconde, parce qu'il y a même quelqu'un qui lui a dit que non, vraiment, tu as vraiment bien fait de changer, parce que tu étais trop beau pour être prêtre. Mais toujours dit que, parce que quand il était jeune, il était très beau. Donc, il est toujours d'ailleurs. Donc, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas la vie de Paul Biya. Donc, si ce journal nous donne à l'attention de tout le public les différentes étapes de la vie de Paul Biya, c'est 56 ans à l'intérieur de la fonction publique. C'est intéressant. On va comprendre comment il a cumulé même parfois à un moment donné le poste de secrétaire général et directeur du cabinet civil, comment il est devenu Premier ministre, comment il est devenu Premier ministre successeur constitutionnel, et pourquoi Amadou Ahidjo lui a fixé son choix sur lui. C'est toujours intéressant, ça fait partie de l'histoire. Donc, s'il le fait, moi je pense que c'est une œuvre utile qui permettra aux gens de comprendre beaucoup mieux le cheminement de Paul Biya dans la fonction publique et dans sa carrière de dirigeant d'un pays. Et de se demander peut-être à la suite, pour compléter ce que Camille dit, de se demander que sont devenues les valeurs cardinales du renouveau. Du 6 novembre 82, rigueur et moralisation, c'est deux concepts qui aujourd'hui ont volé en éclats et on a l'impression que c'était plus un slogan qu'autre chose. Alors, puisqu'il s'agit, vous avez la parole sur cette question, en fait, parlant notamment de l'homme et autres, le journal qui ébauche, est-ce que le journal a suffisamment d'arguments ou d'éléments pour pouvoir présenter l'homme aujourd'hui, même si on observe quand même qu'il y a des zones d'ombre qui n'ont pas été évoquées par le numéro? Écoutez, en 36 ans, lorsqu'on dresse le portrait de quelqu'un qui a 36 ans aux affaires, et plus de 50 ans aux affaires, si on considère ses fonctions de chef de cabinet chez le ministre de l'Éducation, l'ancien décédé, Tekin Bouma, jusqu'à Premier ministre, secrétaire général par la suite, parfois avec des fonctions cumulatives, jusqu'à la succession en 82. Il y a forcément beaucoup de choses à dire. Le nombre de gouvernements et de personnes de Premier ministre qu'il a eu à utiliser, c'est certainement un homme qui a de la ruse, c'est certainement un régime qui a vu beaucoup d'eau couler sous le pont. Est-ce qu'il a su, avec le temps, se réinventer, renouveler son offre politique? Vous voyez que la campagne a été battue pour le libéralisme communautaire qui est en quelque sorte la boussole du renouveau. Qu'en reste-t-il de cette Bible du renouveau? Il y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher à la philosophie qui semble la philosophie du renouveau, de laquelle beaucoup sont écartés, évidemment, avec en premier le chef, le capitaine de ce renouveau qui prête serment aujourd'hui. Très bien. Alors, dans le journal L'Essentiel qui le dit, en tout cas parlant du 6 novembre 2018, jour de serment, avec des questions, qui est l'homme, qu'est-ce qu'il a fait et quel est son secret
de victoire et donc et aussi le journal qui parle de l'apothéose aujourd'hui pour un processus qui a démarré le 7 octobre dernier. Émergence de ce matin parle de toute autre chose, de Bamenda précisément, 80 élèves enlevés dans cette partie du pays et même à côté de ces enlèvements, de ces jeunes, de ces personnes qui ont été enlevées, il y a un sous-préfet aussi. Ce n'est pas le premier sous-préfet, mais toujours est-il que jusqu'à présent, le premier sous-préfet, celui de Batibo qui a été enlevé, on ne nous a toujours pas dit qui l'a enlevé et qu'est-ce qu'il est devenu. Il est décédé, d'après le gouvernement qui a confirmé il y a quelques mois. Est-ce qu'on peut parler de décès quand on n'a pas vu le corps? On peut parler de disparition, on ne peut parler de disparition que pendant 5 ans. Mais lui, on l'a enlevé, on sait qu'il est comment et quand il est enlevé, mais on ne l'a pas encore vu, on ne peut pas conclure qu'il est décédé. Donc moi je pense que ceux qui ont conclu trop vite qu'il est décédé sont peut-être allés un peu trop vite en besoin, mais toujours c'est qu'il a été enlevé, on n'a plus entendu parler de lui. Mais aujourd'hui, pour ce qui nous intéresse, il y a 81 élèves qui ont été enlevés et tout de suite après, pour la première fois, on entend des cris de un ou deux groupuscules armés qui disent que non, ce n'est pas nous qui l'avons enlevé. Alors moi je me suis posé une question, si ce n'est pas eux, les autres fois, quand le sous-préfet a été enlevé, est-ce qu'on nous a dit quel groupe l'a enlevé? On dit même, parce que les gens ont tendance à dire que les ambazoniens, ou bien les sécessionnistes, ou bien les... Mais il y a combien de bandes armées? Est-ce que vous pensez que c'est un groupement homogène, ou bien c'est des groupuscules qui agissent chacun de ce côté? Quand par exemple on enlève des gens dans l'Indiane, est-ce que ceux qui sont là-bas du côté de Kumbo sont au courant, ils sont informés, est-ce qu'ils sont en symbiose? Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation où les bandes armées commettent des forfaits, mais de façon sporadique et brutale. Et là, je m'interroge vraiment, parce qu'on est en train de présenter, et là, vraiment, on m'en voudra peut-être, de présenter l'armée comme l'armée du ministre Betty Assoma, comme cette armée qui fait des miracles, mais il est incompréhensible qu'avec les modus operandi qui ne font que se répéter, et avec l'énorme quantité et qualité d'hommes qui sont envoyés sur le terrain, comment est-ce que les militaires peuvent encore arriver à être surpris? Je pense qu'il y a quelque chose à revoir. Il y a un mode, c'est-à-dire des stratégies à revoir et même des dispositifs nouveaux à mettre en place, parce que ceux qui sont utilisés jusqu'à présent me semblent être un peu éculés et donnent toujours la possibilité aux bandes armées de pouvoir agir. Je pense que là, l'armée n'a pas encore donné toute la mesure à un moment où, justement, il fallait que cette armée-là rassure les Camerounais et leur donne la foi en ce que... Est-ce que l'armée reste jusqu'ici sous la forme de la riposte? Mais c'est pour ça que je dis que la forme de la réaction. Hein? Bon, on a vu des opérations montées qui ont permis la neutralisation de cellules qui étaient dormantes ou bien de gens qui avaient des armes qui dormaient dans des camps. Donc je pense que cette armée, en symbiose avec celle du Niger, parce que je vous avais annoncé tous les jours, et d'ailleurs ça a eu le temps de faire le tour des réseaux sociaux, que l'armée nigériane est en train de l'autre côté d'opérer une opération, une stratégie de tenaille qui coupe la route aux groupes armés qui viendraient recruter des mercenaires au Nigeria et qui auraient des bases arrières au Nigeria. Bon, maintenant, ce qui est intéressant aujourd'hui, comment se fait-il que des enfants peuvent-ils encore être enlevés dans 80 jusqu'à 80? Et 80, maintenant, on les a enlevés pour faire quoi? Certainement pour demander des rançons. Mais alors, nous sommes toujours dans la logique des bandes armées, des bandes criminelles. C'est de la grande criminalité. Très bien. Alors, Donald Brice, l'information est contenue dans le journal Émergence, comme dans bien d'autres, sur d'autres plateformes également. On observe simplement que 80 élèves peuvent être enlevés en une seule prise. C'est assez poser des questions, en toute façon. Vous voyez que c'est surréaliste, non? Il y a des non-dits, il y a des dits et des non-dits. Effectivement, hier, lorsque nous avons reçu cette information, on était assez perplexes. Signalons d'abord que Nkweng, la PSS de Nkweng où ces enfants ont été enlevés hier n'est pas loin du centre-ville de Bamenda. C'est-à-dire que c'est comme si on vous disait qu'on a enlevé 80 personnes à Makepe, à Douala, et 80 personnes, des élèves dans une salle de classe, on les a enlevés, et puis on est parti avec eux sans que un témoin ou un riverain ne puisse donner l'alerte aux unités de gendarmerie ou de police qui s'y trouvent. Non, je pense qu'il y a une mise en scène savamment orchestrée. Il y a un certain nombre d'informations qui circulent, évidemment plus ou moins fondées, mais il faut rester très prudent sur ce type d'informations. 80 personnes enlevées.
Camille rappelait tout à l'heure que les groupes armés qui opèrent là-bas ont, dans des communiqués différents, dit ne pas être liés à ce kidnapping-là qui nous paraît assez surréaliste pour être fondé. Il y a dans cette crise beaucoup de manipulation, beaucoup de mise en scène pour passer des messages politiques. Alors, à côté de ces personnes qui ont été non kidnappées, il y a un sous-préfet aussi. Oui, le sous-préfet de Noni, dans le département du Mbui, dans la région du Nord-Ouest. Là, ça semble un peu plus sérieux. Vous voyez que... Ce n'est plus mis en scène. Bon. Ce n'est plus mis en scène. Écoutez, personne n'est le porte-parole de qui que ce soit sur le plateau, mais observons quand même que les groupes armés qui opèrent dans ces régions, le plus souvent, soit restent silencieux, soit revendiquent les actes d'intimidation ou de violence qu'ils posent ça et là. Pour le cas du sous-préfet, il n'y a eu aucune sortie pour démentir. Et donc on peut penser que l'acte est à mettre à leur ceux qui ont brûlé la maison de John Fournier, ils ont revendiqué à leur actif. Non, je dis, il y a soit le silence, soit des communications. Nous sommes alors dans un cadre de silence. Des communications. C'est pour ça que je parle de manipulation. Pour le cas du sous-préfet, vous voyez que la cible principale de ces groupes armés, ce sont les symboles de l'État, en l'occurrence les représentants de l'État que sont les sous-préfets, les autorités administratives et les bâtiments de l'État dans ces régions. Très bien. Alors, merci à vous, chers messieurs. Nous allons laisser le soin aux lecteurs d'aller découvrir ce que la presse propose justement. C'était une phase consacrée aux commentaires et à l'analyse donc, de ce qui est contenu dans la plupart des tabloïds que nous avons reçus à notre rédaction, même si c'est un jour férié. Il n'y a pas de férié dans les médias audiovisuels. Chômé aujourd'hui. Tout à fait. Alors, donc, je vous souhaite de passer une très bonne journée et prenez du temps pour vous reposer en même temps. Alors, à demain pour une autre édition. Ce sera la 3e de la semaine. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.